Alors, tout d'abord, je tiens à remercier encore une fois l'Université de La Réunion pour cette invitation. C'est vraiment un privilège d'être ici. Et puis, je vais essayer également d'être un petit peu active, de façon à ce que vous puissiez ne pas vous endormir après ce buffet. Alors, je vais situer un petit peu, ou me situer un petit peu, donc l'Université de Limerick en Irlande. De la même façon que mes trois collègues avec lesquels on travaille sur le projet ICML ou CELV, je suis aussi dans les langues et dans la linguistique. Mais à la différence de mes collègues, je n'enseigne pas. Moi, je m'occupe plus du soutien pédagogique, de l'accompagnement pédagogique et également didactique. Donc, je suis plus dans cette perspective-là. Donc, automatiquement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus dans cette notion de pratique pédagogique et pratique didactique. Donc, je vais vous parler de la télécollaboration. Alors, c'est un mot qui n'est pas très joli, mais qui veut bien dire malheureusement ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que d'un côté on a la technologie avec le télé et l'autre on a la collaboration. Et comment cette télécollaboration permet de faire des choses intéressantes au niveau des échanges, puisque c'est ça la télécollaboration, des échanges virtuels entre apprenants. Alors, je vais vous définir tout ça quand même, de façon à ce que ça soit bien clair dans votre tête. Alors, automatiquement, on part de la communication médiatisée par ordinateur. Dès que l'Internet est apparu, très vite après ça, on a eu cette idée de la communication, de faire tomber un petit peu les frontières. Ce domaine a vite été pris par les chercheurs de différents domaines. C'est assez intéressant de voir que il y a bien sûr les langues, mais d'autres domaines sont aussi rentrés. Et ça a donné lieu très vite aussi à cette idée qu'on pouvait faire communiquer des gens qui étaient éloignés et les faire communiquer ensemble grâce à la technologie. Donc on en arrive très vite aux échanges virtuels. Alors j'ai gardé la version anglophone parce que pour rester dans le contexte. Alors, ce qui est intéressant avec les échanges virtuels, c'est que en même temps, c'est-à-dire à partir de la fin des années 90, plusieurs modèles d'échanges virtuels se sont développés dans des disciplines très variées. Alors, évidemment, je vous ai mis des petites couleurs pour vous aider. Donc en violet, on a peut-être un des premiers types d'échanges qui étaient des e-tandems. Donc cette idée de faire des partenariats entre apprenants de langue dans ce contexte pour améliorer. Là, c'était vraiment du linguistique. Et puis, parallèlement ou presque à côté, on a eu également des échanges que j'ai indiqués ici en vert, télécollaboration ou un échange interculturel, où là, bien sûr, le linguistique était important, mais on allait au-delà du linguistique pour également développer les compétences interculturelles, multiculturelles. Et puis, il y a eu également des échanges qui n'ont rien à voir avec les langues. Donc c'est pour ça qu'on a inclus ce domaine dans cette journée de recherche. Par exemple, en grisé, et je vais y revenir, les équipes d'échanges virtuels globaux, je ne sais pas trop si on traduit ça comme ça, qui là sont dans le domaine du commerce international, donc un domaine où on a énormément besoin d'apprendre à communiquer avec l'autre, mais pas du tout, le côté linguistique n'a pas d'importance. Okay, là, on est dans d'autres domaines. Et puis en rouge,
On a également des domaines ou des échanges virtuels qui se basent plus sur la discipline. Donc on fait communiquer entre eux des gens de même discipline dans des pays différents afin qu'ils apprennent des choses, qu'ils développent des savoirs qui ne sont peut-être pas forcément enseignés dans le pays, mais qui peuvent être très intéressants dans leur domaine. Alors je pense par exemple à l'architecture. Il y a des échanges, de très beaux échanges au niveau de l'architecture, où des étudiants architectes peuvent discuter des problématiques de l'architecture, de la construction dans des pays différents. On ne construit pas de la même façon au Japon qu'à La Réunion, par exemple, parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes contextes, etc. Donc tous ces échanges, en fait, sont partis de la même base, mais sont partis sur des objectifs différents, dans des disciplines différentes. Alors, je pose un petit peu, et j'espère clairement, ce qu'est un échange virtuel. Donc, j'ai adapté, simplement traduit la définition de O'Dowd. Donc, c'est une pratique, ça c'est important, visant à faire travailler des groupes d'apprenants, donc on est bien au niveau de l'apprentissage, sur des projets d'interaction et de collaboration en ligne. Donc on a bien cette idée d'échange, mais aussi de collaboration. Donc on fait travailler les gens ensemble, avec des groupes de pairs géographiquement ou culturellement, et ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est relativement récent, je crois, dans cette définition, sous l'égide d'un enseignant ou d'un expert. Alors je reviens un petit peu sur le culturellement, je vais vous donner un exemple très concret. Donc moi j'habite en Irlande, et en Irlande du Nord, jusqu'à il y a très peu de temps, il y avait des conflits. Ces conflits étaient entre les protestants et les catholiques, si on fait de façon rapide. Et il y a énormément de projets d'échanges virtuels où la distance n'est pas un problème, mais peut-être la culture l'est. Et donc il y a des échanges entre écoles secondaires, catholiques et protestantes, parfois géographiquement très proches, mais simplement pour essayer d'établir ce dialogue, de continuer ce dialogue et d'établir des liens qui peut-être en présentiel seraient parfois plus difficiles. Peut-être que des fois la technologie là, aide à faire des choses différentes, je ne sais pas. Je reviens aussi sur l'importance de l'expert ou de l'enseignement. Il faut un encadrement, bien sûr. On ne va pas les lancer et leur dire, bon ben voilà, communiquez entre vous, bonne chance. Donc l'expert est là pour accompagner, pour penser en amont, bien sûr, à tout ça, pour guider et puis pour aider la réflexion tout au long du parcours. Depuis le début de cette journée, on a beaucoup parlé des opportunités qu'offrait le numérique. Et là, je pense qu'en voilà une, la télécollaboration, les échanges virtuels, qui se situe au niveau technologique, mais aussi au niveau humain, puisqu'on fait communiquer des humains qui peut-être ne pourraient pas communiquer autrement à cause de la distance. Donc cette idée que la technologie ici apporte un plus. Ce plus, c'est une chance et une opportunité qui est un petit peu, qui met à plat les choses un petit peu. C'est aussi une chance dans le sens où tout le monde n'a pas la possibilité de voyager, ça peut coûter très cher. Donc ça permet ce dialogue interculturel ou multiculturel sans avoir à avoir les frais supplémentaires qu'un voyage physique, une mobilité physique pourrait engendrer. Et c'est pour cela que depuis cette année, Erasmus+ s'est dit, là il y a quelque chose d'intéressant.
Donc en parallèle, hein, ça ne remplace absolument pas la mobilité physique, mais ils se sont dit c'est quand même dommage. En moyenne en Europe, on a 5% d'étudiants à l'université qui profitent d'une mobilité. Et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà une opportunité de mettre en contact des cultures différentes grâce à ces projets d'échange virtuels. Donc voici simplement très brièvement la nouvelle plateforme qui a été créée par Erasmus+. Donc elle est en train de se développer. À chaque fois que je vais voir le portail, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Donc c'est intéressant de voir qu'ils sont vraiment en plein développement. Il y a une partie en français maintenant. Donc ils ont commencé en anglais, ils ont commencé à développer la partie française. Ils tablent sur différents domaines. Donc il y a le développement de programmes entre apprenants. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a du développement professionnel, c'est-à-dire qu'ils aident aussi les enseignants et les animateurs de jeunesse, puisqu'ils ne tablent pas uniquement sur l'enseignement supérieur, mais aussi tout ce qui est un petit peu communautaire, de permettre de se développer et de découvrir ce que c'est qu'un échange virtuel, comment les mettre en place. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage à aller voir ce portail Eve, ou je ne sais pas exactement comment ils vont prononcer ça. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a, il forme aussi à cette réflexion, c'est-à-dire qu'il y a une formation par exemple au plaidoyer, une autre sur les cours interactifs ouverts en ligne. Donc il y a cette idée de réflexion sur la technologie et sur l'apport de la technologie. Donc ce n'est pas uniquement, allez hop, on passe tous à la technologie, mais ils permettent aussi cette réflexion. Alors, et la littératie numérique dans tout cela? Donc, c'est une évidence puisque les échanges se passent en ligne, donc il y a automatiquement un côté littératie, mais est-ce qu'il y a un apprentissage? Est-ce que nos apprenants qui pratiquent ces échanges gagnent quelque chose dans l'histoire? Donc, j'aime beaucoup ce petit dessin, où en fait on dit, ben voilà, l'intérêt de l'utilisation de la technologie, c'est pas d'apprendre ou de faire apprendre à nos apprenants à faire une présentation PowerPoint ou à faire une vidéo, mais c'est en quoi ces outils peuvent être utiles. Qu'est-ce qui vous apporte? Ils vous permettent par exemple de trouver des réponses à des questions, à faire des actions, à modifier la façon de penser. Donc je trouve que c'était un petit dessin intéressant. Donc si on en revient à nos échanges virtuels, je vais prendre un petit peu de risque. Je me suis dit que j'allais me bousculer un petit peu. Et en fait, je vais vous emmener dans ces échanges virtuels pour le commerce international, parce que je me suis dit qu'en m'éloignant justement de mon domaine, j'arriverais peut-être plus à expliquer les choses de façon différente et peut-être plus claire. Donc, je vais vous parler d'une plateforme qui s'appelle Exculture. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui fait du commerce international, ça peut énormément vous intéresser. Exculture existe depuis 2010. À ce jour, elle regroupe 100 universités dans 40 pays et fait travailler des équipes multiculturelles sur des défis commerciaux. Alors, au départ, ces défis, c'était des études de cas simulées. Donc, on donnait aux équipes multiculturelles des défis
qui n'existaient pas. Hein, on prenait des exemples que des concepteurs leur donnaient. Et puis petit à petit, il y a des entreprises qui se sont dit, ben là, c'est quand même intéressant cette idée. Je peux faire travailler des gens qui sont motivés, qui sont jeunes, innovants, sur des concepts qui peuvent être très très utiles pour notre entreprise. Donc depuis 2013, ils ont en fait réussi à enrôler des entreprises qui viennent soumettre de vrais problèmes, de vrais cas d'études à ces équipes internationales qui leur proposent ensuite des solutions. Donc, qui travaillent ensemble pour essayer de proposer des solutions aux entreprises, au business, aux compagnies, etc. Le concepteur de ce projet, Taras, parle de la technologie et il précise que quand ils ont développé cette idée, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas créer une plateforme pour que les étudiants travaillent ensemble. C'était un choix. Et ce choix, il l'explique par le fait qu'il existe déjà de très très bonnes plateformes, très performantes. Et donc, c'est un petit peu inutile de faire beaucoup de travail, dépenser beaucoup d'argent, alors qu'il existe des choses. Son autre argument, que j'aime beaucoup, c'est également que les étudiants, une fois qu'ils quittent le projet, une fois qu'ils ont fini leur projet, vont arriver à de nouveau utiliser ces outils qu'ils ont utilisés pendant le projet pour leur vie professionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont acquérir des compétences, ils vont découvrir des outils, des plateformes qu'ils vont pouvoir réutiliser ensuite pour d'autres projets professionnels, par exemple, ou d'autres projets dans le cadre de leurs études peut-être, mais aussi dans le cadre professionnel. Alors, les interactions en ligne, simplement je vous donne un petit peu une séquence des tâches typiques. Alors, ce qu'il faut savoir des échanges virtuels, c'est qu'il y a énormément de déclinaisons, bien sûr du fait qu'on a beaucoup de disciplines, mais pour d'autres raisons. Donc, il existe beaucoup de modèles, mais on retrouve quand même des points un petit peu communs. Donc généralement, on commence par une mutualisation, c'est-à-dire que les apprenants échangent des informations. Alors ça peut aller du très basique, une simple présentation, à du plus complexe dans des domaines. Par exemple, si on revient à ces échanges commerciaux, voilà, dans notre pays, ça se passe comme ça, pour ça. Cela mène, ces échanges d'informations mènent à une discussion sur les différences et les similarités. Donc là, tout d'un coup, on commence, hein, la première partie, c'est plus un échange comme ça qui part dans les deux sens. Et là, on commence à mettre les gens ensemble. Les gens commencent à faire des choses ensemble. Donc là, ils commencent à comparer, à analyser ensemble. Et puis enfin, généralement, un bon projet d'échange virtuel finit toujours par la production commune de quelque chose. Donc, ils créent quelque chose ensemble. Alors, parfois, c'est de la coopération, c'est-à-dire que chacun a son rôle dans une équipe. Parfois, c'est de la vraie collaboration où chacun apporte une petite pierre, mais il y a une co-construction, une co-création de l'équipe ou de la paire, du groupe, hein, du binôme. Tout dépend du contexte. Donc, si on revient un petit peu à ces étapes, dans le cas de la première étape, là, on a une production plus traditionnelle. Hein, les étudiants sont un petit peu habitués à ça. Ça peut être individuel ou en groupe intra-institutionnel. Donc là, ils créent et puis ensuite, ils partagent. Donc, c'est souvent asynchrone, c'est-à-dire que, bon, voilà, chacun fait dans son coin et se l'envoie. C'est souvent écrit, mais pas uniquement. Hein. On a des cas, dans notre cas à l'Université de Limerick, on a un projet où les gens
envoient des vidéos, par exemple, se présentent et présentent leur campus et sous forme vidéo. Donc là, on a une manipulation d'outils qui est peut-être plus habituelle pour les apprenants, puisque c'est une production. Pour la deuxième étape, tout d'un coup, là, on commence à utiliser des outils de communication et d'interaction. Donc, on essaye de créer cette réflexion, cette recherche de partage. Et donc là, très souvent, on a affaire à du synchrone, parce qu'il faut s'expliquer les choses. Alors, pas toujours, ça dépend aussi des contextes géographiques. C'est parfois difficile d'organiser le synchrone. Mais souvent, quand même, à un moment donné, on passe à du synchrone parce qu'il faut s'expliquer les choses. On a une variation entre écrit et oral. Très souvent, c'est multimodal, c'est-à-dire que les étudiants vont s'envoyer des exemples, des photos, des vidéos, afin d'expliquer ce qu'ils essayent de dire. Et là, c'est vraiment multiculturel, interculturel. Alors, je vous ai mis des petits exemples d'outils, mais il y en a énormément ici. Et puis, la troisième étape, c'est l'étape la plus intéressante à mon goût, celle où les gens créent ensemble. Donc, on a toujours quand même cette communication, parce que pour créer ensemble, il faut quand même parler, et se parler, mais vraiment cette idée de co-construction, co-création. Encore une fois, on retrouve synchrone, asynchrone, multimodal, écrit, oral. Et donc là, on a des plateformes qui sont un petit peu différentes. On a beaucoup de Google Drive. Catherine Korst, ce matin, a parlé de Slack. C'est dans le projet de business là, de commerce international, ils utilisent beaucoup Slack. Donc, on a des plateformes tout à fait différentes. Alors, quelques exemples de citations d'étudiants. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que je sais qu'il me reste qu'une minute. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, cette étudiante qui n'avait jamais utilisé Google Doc avant, sa partenaire a créé un Google Doc, puis elle s'est dit « c'est super bien, en fait, c'est vachement utile, donc je vais le réutiliser ». Celle-ci qui est très surprenante, une étudiante espagnole qui a dit j'avais jamais parlé à personne avant par email. Donc dans cet échange, on leur demandait de faire le premier contact par email. Et elle a trouvé ça un petit peu étrange parce qu'elle n'avait jamais utilisé. Donc certainement dans leur université, c'est uniquement utilisé pour la communication d'informations, mais pas pour de la communication pure. Certains étudiants qui découvrent certaines applications et qui disent là c'est bien utile parce qu'on peut mélanger les images, le texte, la voix, et d'autres qui se disent oui c'est quand même plus pratique de faire un petit peu d'email avant de faire du face-à-face parce que c'est rassurant, parce qu'on apprend à se connaître. Donc ils s'approprient un peu tous ces outils-là et c'est intéressant. Donc l'appropriation des outils. Développement de l'autonomie dans le sens où ils apprennent à utiliser ces outils de façon différente, dans un contexte différent, ces outils parfois qu'ils connaissent déjà, mais qu'ils n'avaient pas utilisés pour leur apprentissage. Développement de stratégies, apprendre à apprendre. Très souvent, il y a de l'entraide entre étudiants. Il faut absolument qu'ils communiquent, il faut absolument que ça passe. Donc, s'il y en a un des deux ou un du groupe qui ne sait pas utiliser, très souvent, ils s'envoient des petits trucs pour que ça passe, pour que ça marche, pour y arriver. Et puis il y a une réflexion sur les pratiques, les usages et les affordances. Donc par exemple ici, cette étudiante qui a dit je lui ai envoyé des emails, elle ne me répondait pas, donc je me suis passée par Facebook parce que je me suis dit que là elle y serait. Donc tout d'un coup elle s'est dit tiens, je vais fonctionner de façon différente. Cette étudiante aussi qui a dit on a utilisé les images pour être sûr qu'ils comprennent bien ce qu'on voulait dire. Donc on est allé sur du multimodal pour simplifier les choses. Là, de l'entraide. Et puis celle-ci qui est très mignonne, deux étudiants qui se sont parlé. Une avait un niveau bien inférieur à l'autre. Ils se sont parlé sur Skype et pour s'aider, l'étudiant qui était plus performant tapait en dessous plus ou moins ce qu'il disait
afin que l'étudiante puisse suivre le dialogue et donc que la communication continue à passer. Donc le développement de stratégies intéressantes ici. Et pour finir, simplement pour vous dire que, dans mon opinion, cette pratique des échanges virtuels permet le développement de nombreuses compétences, pas toutes liées au numérique, mais qui sont très intéressantes. Alors, la raison pour laquelle elles sont intéressantes, c'est qu'on a un apprentissage qui est vraiment centré sur l'apprenant. L'apprenant est acteur de cet apprentissage. Donc voilà, j'espère que j'ai respecté les temps. Je vous remercie.